bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans cette émission Sport Planète, 17e numéro déjà consacré à un sport plus responsable et plus engagé. Et ce mois-ci, ce sport c'est le rugby, à peine un mois après la clôture de la Coupe du Monde 2023. Nos invités en plateau sont prêts, alors sans plus attendre, voici le sommaire. Une œuvre d'art à l'occasion de cette Coupe du Monde de rugby, c'était la mêlée fabriquée à l'aide de vieux maillots, de vieux crampons de rugby. Et c'est la création de Robin Godilla qui est notre premier invité. Focus aujourd'hui sur un club précurseur en matière de protection de la planète, la section paloise engagée depuis longtemps dans une démarche éco-responsable. Son président Bernard Ponneau est avec nous. Et si la France n'avait pas gagné sportivement la Coupe du Monde, mais sur le plan écologique, on fera le bilan de cet événement qui a mobilisé le pays pendant 2 mois avec le président de France 2023, Jacques Rivoal. Bonjour à tous les trois, merci beaucoup d'être là aujourd'hui dans Sport Planète, 17e numéro déjà, je vous le disais, avec une très forte connotation rugby. Aujourd'hui, on va débuter avec vous, Robin Godilla. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, puisque vous avez créé cette œuvre qui s'appelle La Mêlée, qui a été exposée tout au long de la Coupe du Monde de rugby à Bordeaux, notamment juste avant le match Irlande-Roumanie, puis dans différents endroits de la ville. Alors dites-nous ce que vous avez voulu faire avec La Mêlée. Alors, on a répondu à un appel à projet de Bordeaux Métropole qui a été élu projet coup de cœur. Donc quand je dis on est plusieurs. On a collaboré avec la Recyclerie Sportive, qui est une association qui récupère des déchets, les retape et les revend à prix solidaire. Et il y a l'association Art Déco, qui est une association qui accompagne des jeunes artistes dans l'insertion professionnelle dans le domaine artistique et culturel, dont moi. Et on a eu l'idée de créer une mêlée à taille humaine. Donc on s'est déplacé dans plusieurs quartiers de Bordeaux et on a co-réalisé l'œuvre avec des enfants. Donc on a mis en place des points de collecte dans plusieurs endroits de Bordeaux, dans des clubs de la métropole bordelaise. Et on a récolté divers déchets sportifs, notamment du rugby. Et c'est avec les déchets de rugby que vous avez créé, Robin, cette œuvre. Oui, entièrement faite avec des déchets sportifs et avec un procédé de moulage. Donc c'est un moulage de mon corps qui a été fait par les enfants. Donc on avait des procédés ils m'ont moulé le bras, les jambes, et avec j'assemblais, je faisais des personnages, donc 9 personnages en position de mêlée. Voilà, donc ça a donné une très belle œuvre. Ces déchets, alors certains maillots ont servi à habiller ces personnages. Le reste, ils ont été broyés, je crois. C'est ça, on les a broyés, on les a envoyés à l'entreprise Pena, qui est une entreprise qui broie les déchets plastiques, et notamment aussi les déchets sportifs qui peuvent pas être retapés. On a habillé la plupart de nos sculptures avec ce qu'on a trouvé, donc au niveau des crampons, des chaussettes, des chasubles, mais on a aussi voulu valoriser les clubs de rugby amateurs de Dordogne, de chez moi, donc Le Bug, Sarlat, Belvès, et des clubs de Gironde. Donc on a Stade Bordelais, Florac, l'UBB, Bruges-Blanquefort. Et donc on a habillé notre sculpture avec des maillots et des shorts de ces clubs. On l'entend, il y a un vrai travail collaboratif dans tout ça. Vous avez parlé des enfants, des clubs, etc. Ça a été hyper enrichissant, j'imagine. C'était un gros travail de sensibilisation, de gros projets pédagogiques aussi autour des déchets. Donc on a amené ça dans plusieurs quartiers de Bordeaux, et l'idée de créer avec les enfants et de voir tout le processus de création avec eux, ça a été très enrichissant, et on était très content de pouvoir l'exposer après tout le long de la compétition de la Coupe du Monde de rugby. Bon, la Coupe du Monde est finie. Qu'en est-il de cette sculpture aujourd'hui ? Aujourd'hui, elle dort dans un petit entrepôt. Je l'ai retapée la semaine dernière, parce que, on l'a déplacée plusieurs fois, donc elle était un peu abîmée. Je l'ai remis en état, et là elle est prête à être vendue. Donc on va la proposer dans plusieurs clubs de France, en espérant pouvoir la vendre. Voilà. Vous l'avez proposé à Bernard à côté de vous pour la section paloise ou pas ? Oui, j'ai placé. Non, il me l'a placé, effectivement. Après, c'est intéressant parce que je regardais l'œuvre et au premier abord, c'est une sculpture, mais au-delà de ça, il a quand même, je trouve, su mettre du mouvement. Et il y a un artiste de Berne qui s'appelle Monsieur Jauregui, que tu connais peut-être en tant que peintre, du mouvement, qui s'est beaucoup penché sur le rugby et la corrida, et on retrouve quelque part ce sens
du mouvement dans l'œuvre. Bravo, merci beaucoup. Ouais, il y a un vrai lien toujours entre la culture, l'art et le sport. Une idée de vos prochaines œuvres, est-ce qu'elles seront tournées vers le sport toujours ou pas forcément, Robin? Alors pas forcément, quoique il va y avoir les JO, donc on va essayer de proposer pareil des sculptures dans la même thématique. Mais sinon je travaille souvent avec des œuvres éco-responsables, engagées et sociales. Donc c'est toujours dans le même mouvement qui est de sensibiliser à la planète et voilà. Et là, je crois que vous avez récupéré un maximum de déchets. Il en reste pas mal quand même. Donc, il y a peut-être il y a quelque chose à faire avec cette une matière. idée encore. Voilà. C'est vrai que la recyclerie sportive, on en parle beaucoup dans cette émission. Et c'est vraiment un bon endroit pour rapporter vos vieux maillots, crampons, vélos, surf, pour qu'ils aient une deuxième vie. Et là, avec la mêlée, ils en ont eu une. Merci beaucoup, Robin, d'avoir été avec nous. Évidemment, vous continuez à nous écouter, à intervenir quand vous le voulez. Avant de donner la parole à Bernard Ponneau, eh bien, il est l'heure de vous présenter l'invité du 3e numéro du podcast Vent debout. Dans ce numéro, on parle de militantisme avec Flora Hartzner, championne du monde de wingfoil. Et c'est la cofondatrice de Vent debout, Clotilde Sauvage, qui vous donne un avant-goût de cet épisode. Vous devez commencer à connaître notre signature. Pour nous, comme pour tout un tas de chercheurs, le sport est politique, et qui dit politique, dit lutte et revendication. Et ce ne sont pas les exemples qui manquent pour en attester. On pense au point levé des athlètes afro-américains pendant les JO de 1968, en référence au Black Power, ou plus récemment, aux footballeuses espagnoles qui se sont mis en grève pour avoir une augmentation du salaire minimum. Pour autant, ces luttes ne sont pas un risque. L'athlète qui prend la parole sur un sujet politique s'expose à être blacklisté par les institutions ou ses propres sponsors. Militer dans le sport est-il une traversée en solitaire? C'est la question que l'on pose dans ce nouvel épisode de Vent debout. Un épisode tourné sur la presqu'île de Gien, là où notre invitée Flora Hartzner, championne du monde et d'Europe de wingfoil, s'entraîne et organise depuis 2 ans la Roca Cup, un événement qui mêle compétition et revendication pour la protection de l'environnement et pour l'égalité des prize money entre les femmes et les hommes. Un épisode dans lequel elle nous parle de ses engagements militants et de la manière dont ça l'isole parfois. Et qui mieux qu'une activiste écologique pour nous partager son vécu et ses conseils pour sortir de cet isolement parfois limitant. Camille Etienne nous a fait le grand plaisir de venir répondre à nos questions et de venir nous partager son parcours en tant qu'athlète de haut niveau. Car oui, vous ne la saviez peut-être pas, mais Camille Etienne a fait du sport de haut niveau avant de devenir la figure médiatique qu'elle est aujourd'hui. On vous laisse découvrir un extrait de cet épisode qui sortira début décembre et on se retrouve lors de la prochaine émission. Et donc en interne, j'ai eu pas mal de discussions avec les organisateurs, ce ne sont que des hommes sur le tour mondial, et pour essayer de leur proposer de faire un tour, déjà faire des choses simples, faire les petits gestes et faire un tour qui soit le plus zéro déchet possible, commencer comme ça. J'ai eu pas mal c'était beaucoup d'énergie en fait de mon côté. Je travaillais quasiment à temps plein en tant que consultante en même temps et je prenais du temps off le soir pour des fois avoir des réunions de 2-3 heures avec eux pour leur proposer tout ça. Et en fait, je sentais que ça glissait sur eux et que ça prenait pas quoi. Ils n'avaient pas envie parce que je pense qu'ils ne voyaient pas forcément l'intérêt derrière. Financier, en termes d'image, voilà, pour eux c'était juste une contrainte, même si je leur proposais moi de les aider bénévolement là-dessus. Et voilà, j'essaye dès que je rencontre en tout cas des acteurs qui peuvent être influents, de leur en parler et de dire voilà, sur le sujet environnemental, je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. J'ai envie de questionner aussi le sport de haut niveau dans le contexte du changement climatique. Je pense qu'il ne faut pas passer à côté, que c'est urgent, qu'il y a vraiment, et que nous en tant que sportifs et sportifs on peut avoir un impact et que c'est vous en fait qui décidez de comment on met en place nos compétitions. Nous, on est juste des pions en fait là-dedans. Donc si vous ne prenez pas ces décisions-là, nous, ça va être compliqué de suivre derrière. Ça doit venir de vous. Moi, ce qui me donne de la force, c'est d'essayer de faire ça ensemble. Flora Hartzner au menu de Vent debout, ce sera à retrouver donc sur toutes les plateformes au début du mois de décembre. On va revenir au rugby maintenant avec notre Zoom Éco. Et on va d'abord parler de rugby en club avant de revenir avec Jacques Rivoal sur la Coupe du Monde 2023. Avec vous, Bernard, avec votre club, la section paloise, club engagé dans une démarche RSE depuis longtemps. Racontez-nous un petit peu, Président, l'histoire de cet engagement.
Cet engagement s'est fait comme souvent se fait en club, hein, c'est-à-dire on a démarré comme des amateurs. Non, pour être tout à fait juste, c'est une mission que j'ai confiée au départ à Julien Pierre, qui est quelqu'un avec des convictions profondes, très engagé. Il a fait son métier en termes de labellisation, et on travaille avec lui, et d'autres le font maintenant, et tant mieux. Et Julien a mis en place tout le schéma, toute la structure. Il a aligné, il nous a permis d'aligner un petit peu les valeurs du club, pas un petit peu, beaucoup, les valeurs du club qui sont des valeurs responsables. On se veut responsable et aussi acteur du territoire. Donc à ce titre, Julien a aligné ces valeurs-là. Après, on a décliné tout simplement ces axes qui sont devenus complètement alignés à la stratégie du club. Et maintenant, on est dans l'action. Parce que je pense que ce qui compte sur le terrain, c'est d'être dans l'action, sur parfois des actions peut-être un petit peu plus complexes, mais des actions aussi tout à fait simples. Et qui, ma foi, je le témoigne, c'est très, très, très accompagné par nos partenaires. Vous savez, la plupart des clubs de rugby, c'est 400 entreprises de partenariat, donc avec des acteurs plus ou moins grands. Et puis, elles sont peut-être en demande, ces entreprises qui vous accompagnent. Alors, aussi. À l'échelle, je dirais, du club, quand il a fallu, je dirais, créer un acte symbolique, ça a été d'abord le textile. On a décliné le textile, je dirais, réplica sur des fibres récupérées. Notre fournisseur, si je puis dire, de maillots, la marque Macron. Et ensuite, on a eu besoin là, d'être accompagné par un gros partenaire. Et là, on a eu quand même notre gros partenaire TotalEnergies qui nous a accompagnés là-dedans. Et à ce titre, beaucoup d'autres entreprises nous accompagnent dans d'autres secteurs, je dirais, beaucoup plus précis. On a un logotage sur le stade, au sol, où on dit le gave de Pau commence là. Et le gave de Pau, il arrive chez nos amis bayonnais qu'on rencontrera ce week-end, et avec les mégots avec. Donc ça part sur des choses simples. Et c'est pas du greenwashing, c'est tout simplement un acte sur lequel on peut influer. On le verra dans quelques instants, hein, puisqu'on est allé en reportage, en immersion du côté de la section paloise le week-end dernier. Vous avez évoqué Julien Pierre qu'on avait reçu dans cette émission pour nous parler de Fair Play for the Planet. Vous avez la section, le premier club de rugby à avoir une certification 2 étoiles de ce label. Il a eu beaucoup d'influence dans le lancement de cette démarche. Aujourd'hui, comment vous impliquez vos joueurs notamment ? Déjà, je pense qu'il faut créer des mesures. Hein. Il n'y a pas que la mesure du label, il y a d'autres mesures. Hein. Donc, il n'y a pas de projet sans mesure, ça n'existe pas. Donc, Julien, il nous a aidé quand même à structurer ça. Il a maintenant, je dirais, un accompagnement possible. Il le fait chez d'autres, hein, chez notamment quelques grands clubs de foot maintenant. Et tant mieux, parce que je pense que c'est... vous savez, on a valeur d'exemple, quel que soit. Donc, je pense qu'on part de ce principe, tout simplement, dans l'humilité. Mais on a valeur d'exemple et Julien nous accompagne dans ce sens avec sa labellisation. Alors, ces actions éco-responsables mises en place par le club, le maillot, vous en avez parlé, une restauration à partir de produits locaux, une navette gratuite, ils sont nombreux, ces exemples, et la preuve en images, eh bien, vous allez voir ce reportage réalisé par Lucien Jahan samedi dernier lors du match face à Bordeaux-Bègles, match qui s'est soldé, président, par une victoire. Ça, c'était pour l'anecdote. La section paloise, un club engagé, la preuve en images. Performant en top 14, la section paloise est également un modèle en termes d'engagement. Depuis 2018, le club a entamé une démarche RSE sous l'impulsion d'un joueur emblématique de la section. Tout est parti en fin de compte de notre ancien capitaine de la section paloise, Julien Pierre, qui à la fin de sa carrière a passé un petit peu de temps autour de nous et a mis en place, je dirais, les prémices de ce projet de devenir un club le plus vert si on reste dans l'esprit de nos couleurs. Les choses se font au fil du temps, hein. Il faut surtout persévérer et surtout au niveau des actions ne jamais faire quelque chose qui est dans le ponctuel. À la section paloise, pas de one-shot. Chaque week-end, c'est la même routine. Les jours de match, les supporters peuvent profiter de l'Ovaligne, un réseau de bus qui effectue des trajets toutes les 15 minutes, 2 heures avant le match et 2 heures après. Déjà, c'est bien pratique. Hein, ça nous permet d'aller au stade sans trop attendre pour rentrer, pour sortir.
Et puis un peu au point de vue écologie, c'est pas mal non plus. Il faut quand même penser au lendemain. Il faut protéger notre belle planète, surtout notre beau pays, et surtout le Béarn. Une fois arrivés au stade, les fans récupèrent leurs drapeaux dans les bacs placés à l'entrée. Ce sont les mêmes à chaque rencontre. Réutilisés pour mieux supporter, c'est un peu ça l'éco-responsabilité. À quelques minutes du match, on casse déjà la croûte. Et pour ça, quoi de mieux que de profiter de produits locaux et de saison? C'est ce que propose la section gourmande avec des plats issus du circuit court. Alors nous par exemple on est producteur de produits régionaux du sud-ouest, donc on fait tout ce qui est foie gras, cèpes, plats cuisinés. On est basé à peu près à 20 minutes de Pau, entre Pau et Lourdes. Et donc du coup on fabrique tout ce qui est proposé. Et ensuite là on le met en musique, soit sous forme d'omelette, soit de sandwich. C'est trop bon. C'est quoi? C'est des pommes de terre aux cèpes. Local. Local. Après, par rapport à tout ce qui est démarche spécifique, il y a une charte par rapport à l'utilisation des couverts qui doivent être biodégradables. Donc ça a été mis en place avec la section dès le départ de la démarche. Le match débute, le public est déjà très chaud. Dans le stade, aucun déchet par terre et beaucoup de gobelets dans les mains. Enfin, plutôt des éco-cups, grâce à la start-up NoStream, partenaire du club depuis maintenant 3 ans. L'idée, c'est d'avoir des verres et des pichets qui sont utilisés à la section paloise pour aussi le foot, le FC Pau, pour le rugby féminin aussi sur Pau. Je rajouterai qu'on n'est pas des vendeurs de plastique, on est surtout des vendeurs de solutions et des créateurs de réutilisation. Des supporters impliqués, mais aussi des joueurs concernés, à l'image du deuxième ligne de la section, Fabrice Metz. La planète dans le futur, on va le transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. Donc c'est important dès aujourd'hui de faire attention à faire des petits gestes pour l'environnement et pour éviter ce réchauffement climatique qui s'annonce aujourd'hui et qu'on est obligé de subir. Donc si chaque personne peut faire un petit geste et nous, en tant que joueurs professionnels de rugby, on peut montrer l'exemple, autant le faire et montrer l'exemple aux autres personnes et aux supporters qui nous suivent. Dernier passage à la boutique officielle du club pour s'emparer du maillot. Un maillot 100% vert en matière recyclée, fabriqué par leur équipementier. Aujourd'hui, ça dure depuis 4 ans. Ce sont nos maillots que portent les joueurs qui sont devenus 100% verts. Maintenant, c'est des produits d'entraînement. Donc je crois qu'il faut s'inscrire dans la durée pour faire adhérer les gens à ce projet. Dans ses résultats sportifs, tout comme dans son engagement, la section paloise n'a pas de limite. Un engagement sans limite, président, ça coûte cher d'être un club éco-responsable ou ça permet de faire quelques économies? Non, ça coûte de l'argent. Je pense que ça coûte de l'argent. Je pense qu'il ne faut pas compter là, dans le sens où c'est un engagement commun. C'est un engagement commun, club partenaire. Donc on s'y retrouve quelque part parce que nous, ce qui est le plus important, c'est de satisfaire notre communauté. On a 2 missions. La première, notre cœur de métier, c'est jouer au rugby. Ça, tout le monde le sait. La deuxième, c'est quand même tisser le lien social. Je dirais une plateforme telle que le hameau, telle que le stade, comme il existe ailleurs. Hein. C'est une plateforme, je dirais un hub, qui nous permettra de créer ce lien. En plus, on a de plus en plus besoin. Je veux dire, avec une forme de froideur liée au lien avec l'anonymat des réseaux sociaux et autres. Je pense qu'on a encore plus besoin de cette chaleur. Le monde du rugby, c'est pas le droit télé, c'est 15% de recettes. Le monde du rugby, c'est la convivialité. C'est un amalgame entre l'entreprise et le supporter. Et c'est toute cette communauté. Et ce mariage-là, c'est le plus important. Donc nous, on travaille à ça. Et je pense qu'il faut l'avoir chevillé au corps. Celui qui n'a pas conscience de ça, je pense qu'il n'a rien compris. Parce que c'est ça qui fait notre valeur. Et c'est ça auquel je crois. Le jour où ça change, je ne serai plus là. Ça, c'est le premier point. Alors, ça coûte de l'argent, je vais y répondre. Oui, pour le cas des gobelets, par exemple. Avant, on avait un logo sponsor sur les gobelets, qui nous payait les gobelets, qui nous payait le nettoyage des gobelets, etc. etc. Bon, là, on ne l'a plus. Disons, mais bon, c'est pas grave. Je dirais, là, ce gobelet servira au Zénith lors de concerts, il servira au match du basket le samedi aussi, ou le dimanche. Voilà, c'est le même, c'est standardisé. Ça va devenir le gobelet universel à Pau. Démarche collaborative, on l'entend bien. Et en plus, ça crée des emplois, parce que en plus, tout le nettoyage se fait
à travers d'emplois réservés. En local, évidemment. Jacques Rivoal, quand on a réfléchi à toute la stratégie RSE de la Coupe du Monde, est-ce qu'on s'est inspiré des clubs ? Oui, j'ai vu là dans le reportage, il y a des choses effectivement qu'on a complètement mis en place. Par exemple, le fait de vouloir être centré sur l'économie durable et circulaire en faisant la promotion des produits locaux, c'est quelque chose qu'on a retenu. On est allé jusqu'à proposer un sandwich. On voulait éviter le côté alimentation normalisée avec des nourritures américaines. Donc il y avait un sandwich dans chacun des stades à partir d'une spécialité locale. Voilà, l'inspiration des clubs qui aussi va jusqu'aux grands événements sportifs internationaux que la France organise. Petit mot sur la pelouse de votre stade aussi, particulièrement éco-responsable au hameau. Vous pas savez, simple. Les pelouses évoluent. Vous trouvez 2 types de pelouses en gros maintenant, qui sont rarement maintenant des pelouses purement naturelles. D'une part, les synthétiques, il y en a, c'est pas cher à l'entretien. Et puis il y a les terrains mixtes, c'est-à-dire ces terrains renforcés en plus, mais excessivement perméables et qui permettent à l'eau de circuler, mais qui sont engazonnés. Donc c'est le cas à Pau, c'est le cas à Toulouse, c'est le cas à La Rochelle, c'est le cas partout, et la plupart des clubs. Mais ce sont des terrains qui n'ont pas de vie microbienne, si je puis dire, et donc très compliqués à nourrir. Donc il faut se gratter la tête. Donc pour l'emploi de produits non phyto, et ça c'est un objectif, c'est complexe. C'est complexe mais réalisable. Le seul problème, c'est que après, ça résistera moins. Alors l'été, c'était fort chaleur. On a un très beau terrain au mois de juillet et qui a pris un coup de chaud au mois d'août. Et donc il y a encore de l'amélioration. Avec quelque chose de conventionnel, il aurait eu moins chaud. Non, mais je crois que ça aussi, peu importe. Je veux dire, si on ne part pas dans un mécanisme et un process, en matière d'engineering, on ne trouvera jamais de solution. Et là, donc, les solutions arrivent et les choses avancent. Les choses avancent. Bernard, vous êtes également président de la commission RSE de la Ligue nationale de rugby. Est-ce que la Ligue a besoin d'accompagner les clubs sur ce sujet ? Oui, quelque part. Bon, moi, dans ce cadre de la commission, on a parfois un petit peu de mal, à un petit peu regrouper les clubs sur des thèmes. Alors les grands thèmes de société, tout le monde s'y retrouve, ça va de soi, mais je pense que c'est aussi à la Ligue de trouver sa place dans l'échiquier des clubs, parce que comme vous venez de le voir pour nous, mon ami président de Lyon ou de Bordeaux, je veux dire c'est pareil, il a énormément d'actions. Les clubs font déjà beaucoup. Voilà, et donc ça il faut laisser le terrain aux clubs, parce que c'est le terrain, c'est les clubs. Après la Ligue elle a son rôle, parce qu'elle a une caisse de résonance plus nationale dans laquelle elle peut effectivement avoir son rôle. Donc elle décline ses piliers, certes, de RSE, mais au-delà de ça, dans le cadre de grands sujets sur lesquels on adhère, vous allez adhérer, hein, c'est-à-dire la violence féminine, tout ce qui est à l'heure actuelle, c'est un sujet, non ? Le racisme en général et voilà, l'homophobie. Donc ça va au-delà, l'engagement de la Ligue va au-delà. Par contre, on trouve un sujet, à Pau, on y est impliqué toute l'année dans ce sujet, il y aura encore un ramassage au prochain match lors du Stade français, c'est pour les Restos du Cœur, parce que cette année en plus, la difficulté est encore plus grande en matière sociale relative à ces bénévoles, et surtout dans le cadre de l'alimentation. Donc là, on va faire ça toute l'année. Je pense que les autres aussi, hein, c'est pas Pau. Hein. Et la Ligue sera soutien puisque le Boxing Day sera encore avec les Restos du Cœur. Voilà, une ligue engagée, mais des clubs déjà très en avance quand même sur ces questions de protection de la planète. En tout cas, on a vu que le vôtre était particulièrement engagé. Dans quelques instants, on va faire le bilan écologique de la Coupe du Monde de rugby. Ce sera juste après les infos en bref de Sport Planète. Et on débute avec ce judo-j éco-responsable pour l'équipe de France de judo lors des derniers championnats du monde à Montpellier début novembre. Un judo-j composé à 30% de polyester recyclé, une matière issue de recyclage de fibres plastiques et à 70% de coton dit BCI, un label attribué aux producteurs de coton dont les conditions de culture sont contrôlées. Les judokas tricolores étaient les premiers à porter un tel équipement qui a demandé plus d'1 an de recherche et développement pour qu'il soit vert, certes, mais aussi suffisamment résistant. Un carton vert
horaires ce mois-ci pour la FFF. Tout trajet des équipes de France inférieur à 3 heures sera désormais effectué en train, et ce même pour les stars bleues de Didier Deschamps. Annonce faite par Philippe Diallo lors de la présentation du plan de sobriété énergétique de la Fédération, qui a pour but de réduire de 50% la consommation d'énergie. Et le premier trajet via le rail, ça devrait être en mars prochain pour un déplacement à Lyon pour l'équipe de France de Kylian Mbappé. Et puis enfin, un retour sur le Maïf Ekiden de Paris, organisé par la Fédération française d'athlétisme début novembre. 1500 équipes ont participé, 9000 coureurs, parmi eux des habitués, également pas mal de débutants. Et côté empreinte carbone, eh bien, sachez qu'au moment de leur inscription, les coureurs avaient la possibilité de refuser le t-shirt de la course. Ainsi, ce sont 2500 t-shirts qui n'ont pas été fabriqués. Et à la place, 4800 € ont été reversés aux forêts du sport français. Et on va maintenant revenir au rugby. On en parle depuis le début de cette émission avec Jacques Rivoal dans la dernière partie de cette émission, président de France Rugby 2023 pour quelques semaines encore. On peut vous appeler président ? Oui, moi mon mandat se termine en mai 2024, donc j'ai encore un peu de travail pour clôturer les comptes et liquider la société. Et voilà, donc il y a encore un petit peu de travail. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Alors on va parler du bilan carbone écologique de cette Coupe du Monde. Simplement, ça fait un mois que le rideau est tombé sur cette victoire sud-africaine. Globalement, c'est une édition 2023 réussie, vraiment ? Oui, alors on reste modeste, mais je crois qu'on est plutôt content effectivement des résultats. Alors déjà sur les critères un peu quantitatifs, on a explosé en fait tous les records en termes de nombre de spectateurs, en termes d'audience télé, en termes de fréquentation dans les fan zones, tous les records qui avaient été faits par les éditions précédentes. Donc effectivement, on peut citer aussi les ventes de goodies, les ventes de maillots, on peut aller jusqu'aux ventes de bières, on a explosé tous les records dans tous les domaines. On remercie les Irlandais, c'est ça ? Malgré la départ des Irlandais. Mais au-delà des chiffres, en fait, l'important, c'est que je crois que pendant 2 mois, on a offert à nos concitoyens des grands moments de fête, en fait, de rencontres, parce que le rugby, c'est ça, c'est du lien social. Et donc, on a vu des spectateurs qui se mélangeaient, qui se grimaient, qui festoyaient, des familles qui venaient dans les stades et qui peut-être ne connaissaient pas les subtilités de nos règles, mais qui venaient là parce qu'elles savaient qu'elles allaient passer un bon moment autour de la fraternité, la communion, parce que c'est ça une Coupe du Monde de rugby, et c'est ça notre plus belle fierté, c'est d'avoir offert ces 2 mois de bonheur à nos concitoyens. Est-ce que la fierté aussi, Jacques Rivoal, c'est d'avoir eu un événement responsable ? On parlait des sandwichs tout à l'heure avec une empreinte locale, mais au-delà de ça, quelles ont été les principales actions ? Oui, alors ça, c'était effectivement un élément très important parce qu'on était conscient qu'il fallait faire une belle compétition sportive et on l'a eu. Il y a eu des moments d'intensité, de suspense, il y a eu des newcomers, là, on peut citer le parcours du Portugal. Enfin, il y a eu, sur le plan sportif, une belle compétition. Il y a eu une grande fête populaire, j'en ai parlé, surtout locale, mais on ne voulait pas s'arrêter là. Et en fait, on avait demandé aux Français, les Français nous avaient dit, vous devez faire ça, la compétition sportive, la fête populaire, mais vous devez aussi prendre des engagements sur le plan sociétal, parce que vous ne pouvez pas être hors sol, vous devez aussi être ancré dans les problématiques de la société d'aujourd'hui. Donc on a parlé de l'économie durable et circulaire, donc c'était un des sujets qu'on a voulu vraiment, avec des actions très concrètes, illustrer. Donc on avait aussi un 15 de la gastronomie, avec des grands chefs qui, dans les espaces de restauration de nos stades, validaient et proposaient des menus spécifiques. On a mis en place un accord avec la Fédération des banques alimentaires pour recycler tous les déchets, les excédents alimentaires qui n'ont pas été consommés. Voilà, on a vraiment voulu prendre à cœur ces sujets-là. On a travaillé beaucoup aussi sur les sujets d'inclusion. On a organisé un grand tournoi des quartiers où on a fait découvrir le rugby à 6000 enfants issus des quartiers pour montrer que le rugby, ça a aussi des valeurs citoyennes, des valeurs éducatives. On a fait un symposium sur les luttes contre l'homophobie. On a organisé la Coupe nationale de rugby fauteuil, le rugby pour handicapés. Voilà, on a créé aussi un centre de formation des apprentis avec 1400 jobs de jeunes qui vont maintenant irriguer les clubs sportifs. Ouais, qui se sont formés grandeur nature avec ce Voilà, donc on a essayé de traiter vraiment tous les sujets sociétaux et bien sûr, on a aussi, c'était pour nous le plus grand challenge, on a essayé aussi de bâtir un événement sur le plan environnemental le plus neutre au terme de son bilan carbone. C'était pour nous un grand challenge parce qu'effectivement, on a accueilli 600 000 visiteurs étrangers
qui sont venus parfois de très très loin. Donc le bilan carbone de ces 600 000 visiteurs étrangers n'était pas bon. Et donc là, on a réussi à mobiliser un budget. Donc nous, on s'était doté d'un budget au sein du comité d'organisation, mais on a aussi fédéré des partenaires, des collectivités locales, des sponsors. World Rugby nous a aidés. Et tous ensemble, on a réussi à mobiliser un budget d'1 800 000 € qui va nous permettre d'absorber la moitié des émissions carbone des 600 000 visiteurs étrangers qu'on a exactement mesuré avec un organisme extérieur. Ce n'est pas notre approche, hein. C'est Terre d'Aventure qui a mesuré les émissions carbone des 600 000 visiteurs étrangers. On a fait valider par l'ADEME. Et donc voilà, on est capable de dire aujourd'hui, on sera capable, à minima, alors ce n'est pas encore 100%, mais au moins de compenser, d'absorber, en investissant dans des mangroves, 50% des émissions carbone des 600 000 visiteurs étrangers. Les visiteurs étrangers qui arrivaient en avion, bilan carbone déplorable. En revanche, sur le territoire, déplacement en train, on est en capacité de savoir combien on a économisé un peu en faisant... Oui, alors ça c'était le deuxième aspect sur le plan environnemental, c'est-à-dire une fois que les visiteurs étrangers ou les équipes sont en France, on essaye d'optimiser le bilan carbone après sur place. Et là, la grande décision qu'on a prise en partenariat avec la SNCF, c'est de faire en sorte que 80% des équipes se sont déplacées en TGV et 88% des spectateurs également en train. Donc avec ça, on pense qu'on a réduit de 50% les émissions carbone de l'organisation de l'événement. On peut ajouter à ça, on a signé une charte sur les achats responsables, on a mis en place des systèmes de tri des déchets dans les stades. Voilà, on a essayé de promouvoir vraiment beaucoup d'émissions et d'actions sur le plan de l'environnement pour laisser une trace et un impact positif à la société. Des médailles aussi qui étaient éco-responsables. Alors voilà, vous êtes bien informés. On a fait aussi, alors c'est plus anecdotique bien sûr en termes d'impact carbone, mais c'était très, très symbolique avec les médailles qui ont été remises aux participants, ont été produites à partir de matériaux recyclés qui étaient des téléphones. En fait, avec nos apprentis, on a recyclé plus de millions de téléphones. On a extrait les métaux rares et on a fabriqué les médailles à la Monnaie de Paris avec la Monnaie de Paris. La prochaine édition de cette Coupe du Monde, ce sera en Australie. Alors attention au bilan carbone de la France pour se rendre là-bas. Est-ce que les organisateurs de cet événement sont venus un petit peu observer, notamment sur toutes ces questions environnementales, comment avait fonctionné France 23 ? Oui, on a eu bien sûr, de la même façon que nous étions allés aussi il y a 4 ans au Japon pour faire une mission d'observation avec toute l'équipe. On a accueilli nos collègues australiens qui ont effectivement organisé tout ça et je crois qu'on a vraiment défini une nouvelle référence pour les grands événements sportifs. Je pense que demain, et ça sera le challenge qu'on aura, si on ne veut pas que tous les grands événements sportifs se passent en dehors d'Europe, il faut qu'on accepte notre responsabilité, en particulier sur le domaine de l'environnement, et qu'on ait un bilan carbone qui soit le plus neutre possible. Et donc je pense que là, on a déterminé une nouvelle référence qui va servir de référence pour l'avenir pour les grands événements sportifs. Ouais, c'est important, cette acceptabilité pour le grand public aussi de ces grands événements et notamment dans ce domaine-là. Et en cela, la LNR notamment fait pas mal de choses lors des demi-finales de Top 14 avec des voies réservées au vélo pour se rendre au stade. C'était le cas à Nice en 2021. Et ça, c'est important que ces grands événements aussi montrent l'exemple pour être acceptés. Ouais, dans le process Coupe du Monde, la LNR aussi est en train d'engager les clubs dans des bilans carbone tout à fait précis. Beaucoup de clubs l'ont fait, nous on l'a fait à Pau. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de projet sans mesure. Ouais, il faut mesurer, effectivement. Voilà. Et avoir une base de départ pour pouvoir agir. Merci beaucoup à tous les trois. L'émission est presque terminée. Pas encore, on termine avec un petit quiz. 3 questions, ça va vite. Le premier qui répond a gagné, évidemment. C'est l'écolo quiz, tout de suite. Avec une première question. Quel est le rugbyman français qui a décidé de réduire sa consommation de viande et qui est accompagné par son club dans cette démarche ? Moi j'en ai plusieurs, mais bon... Ah, il y en a à la section paloise peut-être. Ouais, moi j'en ai un qui est à l'origine un grand mangeur de viande, parce qu'en plus de par ses origines, je dirais, ses origines sont fidjiennes, mais il est à la section depuis l'âge de 17 ans. Alors il s'appelle ? J'allais à Tubua, bon. Il vit avec beaucoup de végétaux et c'est un bébé de 1m92 et de 100... Ouais, comme quoi, on peut continuer sans viande. Là, moi non, je voulais vous proposer Anthony Bello de l'ASM Rugby. Mais bon, on va donner le point au président Pournot parce qu'on n'avait pas tous les noms non plus de ces joueurs qui suppriment la viande de leur alimentation. Qui a dit « Nous sommes des sportifs avec des centres d'intérêt. Pour certains, ça peut être l'art. Pour moi, c'est la protection de l'environnement. » C'est une sportive, rugby woman, très engagée.
Lénaïque Corson. Bravo, président. Joueuse du Stade français du 15 de France, très engagée dans la protection de l'environnement, Lénaïque Corson. Enfin, la jeune entreprise Vista a décidé de conquérir le monde de la balle ovale avec une création assez originale. Je vais vous demander laquelle, mais j'ai 3 propositions. Un ballon de rugby recyclé et réparable, des casques de rugby conçus à partir de ballons usagés ou une application qui calcule à l'année le bilan carbone de chaque équipe et de chaque joueur qui la compose. Alors que fait Vista, à votre avis ? La 3. La 3 ? Ouais. Je dirais la 3 aussi, effectivement. Ouais, bah non, c'est un ballon de rugby recyclé et réparable. Voilà, on joue avec un ballon un petit peu plus responsable également. Merci. Discuter avec les buteurs. Il va falloir en discuter avec les buteurs. C'est ce qu'il faut, hein. C'est comme avec les judokas là. Il faut un joli kimono, mais il faut quand même qu'il soit résistant. Pareil pour le ballon de rugby. Merci beaucoup en tout cas à tous les 3 d'être venus parler de rugby, de ballon ovale, de grands événements sportifs. Vous continuez évidemment à suivre Sport Planète sur les réseaux et nous on se retrouvera le mois prochain. À très vite.